Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose une nouvelle interview sous forme de podcast vidéo. Vous l'aurez compris, j'adore rencontrer et échanger avec des personnes qui, comme moi, sont passionnées par ce métier, celui de bijoutier, créateur, joaillier, enfin tout ce qui brille. Et si vous aussi vous êtes passionné par ce sujet, et d'autant plus si vous êtes autodidacte, il y a fort à parier que vous connaissez mon invité du jour. Enfin, vous devez surtout connaître son très célèbre forum Bijoux à la cheville. Ressources inépuisables de savoir et de savoir-faire, d'astuces et de conseils en tout genre autour de la bijouterie. Alors, qui est donc ce gourou de la bijouterie, ce pionnier du partage ? Vous allez découvrir un homme sans concession, passionné et passionnant, pour qui l'amour du travail bien fait, très bien fait même, est un véritable moteur. Artisan joaillier reconnu dans son milieu, établi au Québec, Michel Zimmermann, puisque c'est bien de lui qu'il s'agit, nous fait donc l'honneur de partager un moment avec nous et de nous raconter son parcours et sa vision du métier. Merci à lui et bonne écoute. Donc bonjour Michel, bonjour, merci d'être disponible pour venir nous renseigner un petit peu sur ta vision du métier de bijoutier joaillier. Alors pour rappel, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, même si je pense qu'il ne doit pas y en avoir beaucoup dans le métier, mais donc tu es bijoutier joaillier de la ville de Québec, tu as une boutique familiale, alors j'ai noté au 46 Côte de la Fabrique, dans le Vieux-Québec. Exact. Voilà, donc tu es également à côté l'administrateur, le créateur du plus grand forum francophone dédié à la bijouterie, qui s'appelle Bijoux à la cheville. Exact Et aussi. si vous ne le connaîtrez pas toujours, je mettrai le lien dans la description. Je crois que chez toi, d'après mes petites recherches, c'est une affaire familiale que tu... Oui. Voilà, qui est de père en fils. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours, comment tu en es venu à la bijouterie, comment tu as appris? Alors, très rapidement, je suis né en Angleterre en 1953, j'ai donc 65 ans. Et au bout de quelques années de travail à Londres, chez Cartier, parce que ma mère était copine avec un général de l'armée de l'air qui était copain avec le gérant de chez Cartier. Mon père a donc travaillé quelques années comme horloger chez Cartier et il avait envie de quitter l'Europe. Il a écrit à la fois à Québec et en Australie. C'est Québec qui a répondu. Au bout d'un an et demi, il a été mis à la porte parce que mon père était un type foncièrement honnête, donc il s'est retrouvé au chômage. Et à l'époque, au chômage, il n'y avait rien. Et donc, il a commencé à faire des réparations et du travail dans un demi-sous-sol. Et rapidement, ma mère s'est dit qu'il fallait ouvrir une boutique pour tenir le coup. Donc, elle a ouvert cette boutique en 1963. J'avais 10 ans. Donc, j'ai assisté au début de l'entreprise. J'en ai des souvenirs assez précis. Et en 71, ma mère me suggère d'apprendre la bijouterie à Paris, rue du Louvre, et parce que là aussi, elle connaissait le président de la chambre syndicale, ce qui fait que, merci la France, je suis rentré à la BJO sans passer de concours. Mais au bout de 2 ans, j'ai terminé avec d'excellents résultats et ce qui m'a permis de travailler tout de suite dans un atelier qui travaillait pour une des maisons de la place Vendôme. Mais au bout de quelques mois, je n'étais pas heureux dans cette entreprise. Donc, j'ai râlé un peu et je me suis retrouvé dans une entreprise qui travaillait spécifiquement pour Bulgarie à Rome, donc toujours une entreprise à Paris. J'y suis resté 5 ans. Et quand je suis revenu à Québec en 78, j'ai décidé de tout fabriquer entièrement à la main parce que j'avais vu ce qu'était la fonte, j'avais vu ce qu'était le fait de faire des maquettes et le plaisir qu'on avait de travailler entièrement à la main. Et j'avais aussi approfondi les questions techniques en discutant et en observant tous les artisans indépendants que je connaissais à Paris. Donc, à 25 ans, j'étais bourré d'énergie, presque comme maintenant. Et voilà, donc j'ai décidé de tout faire entièrement à la main. Et il m'a fallu au moins 10-15 ans pour comprendre comment m'organiser comme artisan indépendant. Parce que mes parents importaient de la bijouterie et moi, je me suis mis j'ai décidé de tout fabriquer. Donc, il fallait transformer l'entreprise en une entreprise qui produirait tout sur place. Donc, des fournitures, des pierres, des diamants, des perles, de l'or. Donc, ça a été un peu long à mettre en route, à la fois financièrement et puis aussi surtout pour les questions d'organisation. C'est un peu pour ça que j'insiste souvent sur la question du catalogue.
du catalogue général qui permet aux artisans de s'organiser, de toujours retomber sur leurs pieds et d'avoir un discours constant auprès de la clientèle. D'accord. Et je reviens sur le sujet le fait de fabriquer tout à la main dans des méthodes traditionnelles, parce que Oui. justement, tu refuses, enfin, pas que tu refuses, mais tu parles surtout de ces méthodes-là. Tu n'aimes pas beaucoup, il me semble, le moulage, tout ce qui est la fente à cire perdue, tout ça. Pourquoi? Est-ce qu'il y a une raison à ça? C'est-à-dire que la raison, elle est simple, c'est que je sais quels sont les problèmes de la fonte, du moulage, de la cire. Je sais ce que donne y compris la fonte d'aujourd'hui. Alors, de la fonte, qu'elle passe par la 3D et les ordinateurs, restera toujours de la fonte, c'est-à-dire un métal qui est refroidi sans force mécanique, si ce n'est la force centrifuge. Donc, une fonte versus une pièce faite entièrement à la main, c'est évident que la pièce faite à la main, si on a comme objectif le moins de soudure possible et surtout des soudures placées de manière très judicieuse, on aura toujours une pièce nettement supérieure, à la fois en solidité, en précision, en brillance, en polissage, en tout. Donc, mon objectif à 25 ans, parce que je suis un peu idéaliste, c'est certain, sachant tout cela, par exemple, mes parents importaient de chez Ponce à Paris des alliances faites d'une seule pièce à partir d'une rondelle. Technique on peut dire tout le monde connaît, mais ne pratique pas toujours parce que ça prend à peine plus de temps qu'avec une soudure. Eh bien, quand j'ai compris une anecdote à Paris, à l'atelier où j'étais un jour avec un collègue, on avait une alliance en platine de chez Ponce à agrandir. Et notre réaction de jeunes à l'époque, c'était bon, une alliance en platine, c'est facile, c'est tout mou. Tu parles, on a eu un mal de fou à l'agrandir parce qu'elle était compressée, il n'y avait pas de soudure, ça a été très difficile. Donc on s'est rendu compte, enfin c'était des preuves, que le plané laminé est nettement supérieur à la même chose en moulage. Donc, sachant qu'on ne vit qu'une seule fois, ayant toujours envie de faire les choses le plus parfaitement possible, je me suis tourné vers le travail fait à la main. Alors, évidemment, au début, il y a des techniques que je ne maîtrisais pas comme aujourd'hui. Il y a des astuces que j'ai découvertes avec le temps. D'ailleurs, mon objectif avec le forum et avec tout ce que je raconte à droite à gauche, c'est de mettre sur la table photos, techniques, explications pour que tous ceux qui en ont envie puissent se dire, tiens, c'est pas bête, parce qu'en plus, on gagne bien sa vie avec cette manière de faire. On peut acquérir un patrimoine, on peut avoir une boutique petit à petit au fil des années qui est, disons, généreuse en qualité de produit plutôt que d'avoir des trucs sous-traités et puis avec tout un tas de défauts, quoi. Bien sûr. Et du coup, à propos du forum, je crois qu'il a été créé, si j'ai bien regardé, en 2009, donc ça va faire. Oui, si je me rappelle bien, c'est 5 août 2009 et je l'ai ouvert, c'est pas moi qui ai pensé, c'est la compagne de mon fils qui est japonaise et puis on avait déjà discuté un peu sur un autre forum qui a foiré au bout de quelques mois, un an je crois, et elle m'a dit mais tu peux ouvrir ton forum parce que je râlais déjà contre tous ceux qui valorisaient le moulage, qu'il fallait acheter tout un tas de matériel et puis des imprimantes 3D, puis des ordinateurs, puis le programme et tous les défauts que ça cache. Donc, moi, je ne voulais pas participer à ce genre de discussion. Donc, Tatsuko, la compagne de mon fils, m'a dit, mais tu devrais ouvrir ton forum. Et moi, j'ai dit, oh là, En réaction à tout ça. en réaction, et puis pour au moins discuter de manière efficace. C'est-à-dire qu'il y a un seul sujet, le travail fait à la main. Et l'avantage justement du travail fait à la main, c'est que tous ceux qui ont un peu d'expérience, et même beaucoup, peuvent répondre à satisfaction à tous les jeunes qui se posent des questions sur le métier, y compris ceux qui font du moulage. Enfin, je suis convaincu que ceux qui font du moulage se posent des questions dont ils ne trouveront réponse que uniquement dans un forum comme Bijoux à la cheville. Parce que les quelques forums qui se consacrent à la 3D, eh bien, ils ne sont pas vraiment intéressés à partager, ils ont peur d'être copiés parce qu'ils savent très bien que le moulage, ça reproduit à toute vitesse. Ensuite, ils n'ont pas nécessairement les compétences pour répondre à des questions d'autodidactes ou de jeunes qui commencent, qui sont des questions vachement importantes. Oui, mais d'ailleurs, je pense qu'il y en a beaucoup, j'en fais partie aussi, dont l'apprentissage est presque uniquement basé sur le forum Bijoux à la cheville, vu la quantité énorme d'informations qu'on peut y trouver. Ça fait donc, on a dit bientôt
10 ans, oui, si je ne me trompe pas. Ouais, un peu plus de 9 ans et demi, là. Ouais, il commence à y avoir beaucoup, beaucoup de matière dessus. Et puis même à côté, je crois, non, je suis sûre, tu as une chaîne YouTube sur laquelle tu mets des... Oui, j'ai une chaîne YouTube. J'ai eu quelques petits problèmes parce que j'ai dû déplaire à quelqu'un, parce qu'il y a quelqu'un qui s'est plaint que je ne respectais pas certains règlements. Toujours est-il qu'il y a eu 2 ou 3 vidéos qui ont été perdues sur la cinquantaine. Mais hier soir, on a réussi à en remettre un. Il y a un membre du forum qui avait une des vidéos manquantes et Ouais. je les ai remis sur Vimeo parce que vu que j'ai été échaudé par YouTube, j'ai décidé, je continuerai à mettre des nouvelles vidéos sur YouTube, je dois en faire quelques-unes ces temps-ci, mais j'ai décidé de payer pour mettre petit à petit toutes les vidéos sur Vimeo et en payant, je crois que c'est 10 $ par mois, c'est ridicule. Ça permet, je suis certain que la personne ne pourrait les enlever. Mhm. Bah, Parce qu'elles sont très populaires. Hein. Il y parce a, il y a une vidéo sur laquelle j'explique le découpage à la scie, à quoi sert le porte-scie et comment on peut s'en servir avec les questions de tracé. J'en suis à 47 000 visionnements. Alors pour un métier qui n'est pas si courant, c'est pas si mal. c'est énorme. Ça peut aider. Ouais. Et du coup, parce que effectivement, ces vidéos, tu les fais dans quel but? Parce que tu donnes du savoir. Est-ce que c'est pour répondre à certaines problématiques? Est-ce que c'est dans l'idée d'aider des personnes autodidactes? Principalement, mais dans un premier temps, enfin, j'ai cette histoire du forum et puis de tout raconter comme ça, parce que je suis bien conscient qu'une grande partie des impacts se trouve plutôt en France qu'ailleurs dans le monde, parce que le forum est en français. C'est aussi et beaucoup une manière de remercier toute la France et surtout Paris de m'avoir enseigné ce métier. Parce que si j'étais resté à Québec, jamais, jamais je serais devenu l'artisan que je suis. Donc je le dois à la BJO, au président de l'époque, je le dois à mes 2 professeurs, je le dois à mes parents, je le dois à mon patron à Paris, je le dois au directeur de l'école qui était un ancien militaire très strict, mais qui avait à cœur d'aider les jeunes. Donc, il y a tellement de gens, y compris des artisans en province d'ailleurs que j'avais rencontrés, il y a tellement de gens à Paris qui m'ont fortement aidé, qui m'ont fait comprendre toutes sortes de choses. Je trouve qu'ayant les moyens et le temps, parce que je le prends, ça vaut la peine d'aider des jeunes qui veulent savoir. Mm. Et du coup, concernant la formation, justement, puisque tu dis que tu as été formé donc à la BJO, tu as fait un CAP ou tu as passé un, enfin, je sais pas si. Alors, à l'époque, il n'y avait pas toute la complexité d'aujourd'hui, parce que moi, j'ai eu la chance de faire la BJO avant 1976, donc de 71 à 73. Les plus âgés se rappelleront, en 76, il y a eu ce qu'on appelait le 1% patronal, que les entreprises devaient verser soit à leur corporation avec comme objectif l'enseignement, soit 1% directement à l'État. Alors, la BJO a récupéré des fortunes parce que d'un seul coup, ce 1% représentait énormément d'argent. Pratiquement du jour au lendemain, les escaliers ont été repeints, il y a des étages qui ne servaient à rien qui se sont mis à créer des cours avec la situation que tout le monde connaît maintenant. C'est bourré de professeurs à la BJO. À mon époque, il y avait 3 profs, un en bijouterie, un en joaillerie, un en orfèvrerie. Par contre, on faisait 1 an uniquement de technique en bijouterie et une 2e année uniquement technique joaillerie. Donc, tout ce qui est aspect technique passait dans les cours en première année et en 2e année et on n'avait pas ni d'ordinateur ni de temps occupé pour créer des postes de professeurs, sans méchanceté. Donc, c'était, je dirais, des années formidables et des profs ultra compétents, passionnés, qui avaient des parcours professionnels très particuliers. Donc, il est évident que ces professeurs étaient capables de répondre à toutes les questions et de nous enseigner, en gros, la quasi-totalité du métier. Pas tout, mais presque. Donc, une formation de ce genre, au bout de 2 ans, eh bien, elle permettait à un jeune qui avait réussi les CAP correctement, elle lui permettait de rentrer tout de suite dans un atelier et rapidement de s'en sortir. Et est-ce que tu penses que du coup, il est essentiel de passer par des écoles de bijouterie pour faire de la bijouterie? Pas nécessairement. Il est certain que si on rentre dans une école, disons une école ultra sérieuse, parce qu'elles ne sont pas toutes, hein, il faut être honnête, il y a des écoles, c'est à pleurer. Il me suffit de voir des photos ou des vidéos,
pour dire voilà, cette école c'est pas l'idéal parce que les établis sont mal foutus, les élèves sont assis trop haut. Enfin, je perçois toutes sortes de choses qui me prouvent que dans cette école c'est pas la peine, le résultat sera moyen. Mais passer par une école c'est l'idéal. Ensuite, on peut apprendre avec un maître, mais là la formation sera un peu plus longue parce que le maître ne peut pas à temps plein enseigner les techniques d'une école sur 2 ans. Donc, avec un maître, il faudrait quelques années. Mais si le maître a une bonne expérience, il va pouvoir être aussi efficace qu'une école, sinon plus, parce qu'à tout instant, il pourra répondre à toutes les questions parce que le maître en question aura un apprenti, voire 2, mais en petit nombre. Ensuite, un autodidacte, s'il a accès, et c'est le cas aujourd'hui, avec Internet, avec YouTube, etc., il y a énormément d'informations qui jadis ne circulaient pas. Oui. Un jeune Français dans les années 70, s'il voulait faire de la bijouterie, soit il trouvait un artisan qui le prenait dans une boutique ou un atelier, soit il avait les moyens d'aller à l'école. Et des écoles, il y en avait très peu. Donc aujourd'hui, un autodidacte, s'il a un peu d'énergie, et c'est toujours le cas quand on est jeune, eh bien, il y a des informations à la tonne. Le problème, c'est qu'il faut distinguer entre des informations, ce que j'appelle type américaine amateur, où on montre des conneries, on montre des soudures qui ne devraient pas être à cet endroit, ou des outils, ou des manières de faire qui sont véritablement amateurs. Et malheureusement, beaucoup d'écoles aujourd'hui, dans le monde, je ne veux citer personne en particulier, beaucoup d'écoles ont tendance à s'inspirer des vidéos amateurs américains, acheter du matériel américain parce que américain, comme si c'était supérieur, alors que les manières traditionnelles sont supérieures parce qu'elles ont des siècles d'efficacité. Et on voit bien, si on regarde la haute joaillerie russe, la haute joaillerie française ou anglaise ou même américaine, eh bien on voit bien que ceux qui travaillent de manière classique ont une compétence qui dépasse le côté amateur. Ouais. Heureusement. Oui, oui. Parce qu'en fait, moi, je pensais surtout, avec mon blog Apprendre la bijouterie, je suis moi-même loin d'être une grande bijoutière, mais j'ai appris sur le tas, comme tu dis, avec le forum, avec des vidéos, avec ce genre de choses. Et à ma mesure, puisque je ne fais pas de la bijouterie joaillerie, je ne fais pas d'or par exemple, j'ai réussi à me tirer un salaire de cette passion que je pratique tous les jours. Je pense qu'il y en a beaucoup qui sont dans mon cas et c'est pour ça que j'ai ouvert un blog aussi pour essayer de partager un maximum d'infos et puis de parler pareil autour de la bijouterie. Je me rends compte surtout qu'en fait, les écoles de bijouterie sont bien lorsqu'on veut lorsqu'on veut travailler pour une maison de bijouterie. Quand on veut se lancer à son compte, maintenant, effectivement, le savoir, il est à disposition un petit peu partout, on peut l'utiliser. Après, il y a une deuxième chose qui rentre en compte là-dedans, c'est justement le syndrome de l'imposteur, un peu. C'est de se dire, je suis autodidacte, donc je ne suis pas légitime à avoir ouais. Ce point que tu soulèves, j'ose dire qu'il est typiquement français. Ouais. Oh, oui. C'est-à-dire que si on considère qu'on vit dans des sociétés, disons, sur cette planète, des sociétés libres, quelle importance que quelqu'un apprenne à jouer du violon tout seul ou qu'il passe par un conservatoire. Ouais. S'il arrive à faire des concerts avec le type de musique qui l'intéresse, tout va bien. Toute la société en profite. Donc, cette espèce d'opposition qu'on ferait entre autodidacte et celui qui passe par l'école, sous prétexte que l'un travaillerait pour gratter de la fonte pour une grande marque et l'autre ferait des bijoux un peu plus créatifs peut-être à son compte, ça n'a pas raison d'être. Il y a un individu, homme ou femme, qui veut savoir comment faire telle technique, comment réaliser tel fermoir ou pourquoi il est important de faire des mises à jour, parce qu'il y a encore des gens qui décident de ne pas faire de mise à jour sous prétexte que on s'en fout, quoi. C'est pas la peine, c'est du temps perdu. En réalité, il y a des raisons pour tout ça. Donc, qu'on soit autodidacte ou qu'on passe par une école, toutes ces connaissances, toutes ces astuces doivent être expliquées. Moi, je trouve que dans l'enseignement, on devrait parler des principes qui précèdent une technique pour ensuite expliquer la technique pour que celui qui apprend la technique en question puisse se dire ce que j'apprends, c'est pas pour rien. Il y a vraiment un objectif qui se cache, un principe qui précède pour ensuite réaliser la technique avec les bons gestes, avec les bons outils
Et là, bien sûr, vaut mieux qu'il y ait quelqu'un qui explique, parce que seul découvrir ce métier et toutes les astuces, il faudrait 2 ou 3 siècles, quoi. Il y a trop de connaissances qui ont été acquises au cours des siècles, il faut que quelqu'un les raconte. Et peu importe le moyen, ça, c'est pas très important. Et justement, pourquoi tu ne donnes pas des cours dans une école éventuellement? D'abord, il faut que je réussisse à travailler suffisamment pour remplir la boutique. J'y arrive, hein, avec mon fils Pierre là, depuis 20 ans, mais il faut ouvrir une école. Je me suis renseigné à Québec, hein. Je suis allé voir 2 députés que je connaissais au fédéral et au provincial, et j'ai très vite compris que je serais bloqué de partout. Je n'aurais pas le droit comme artisan de dire voici j'ouvre une école, parce que le mot école est protégé par certaines lois, par des intérêts particuliers de certains ministères, de certaines écoles existantes, etc. Et donc on m'obligerait à tout un tas de trucs dans mon bâtiment pour la sécurité, parce qu'il y a une obsession de la sécurité qui ne cesse de progresser partout, en France aussi, j'en suis sûr. Oui, bien sûr. Donc, cette liberté qu'on avait jadis de dire, ben voilà, j'ai 3 ou 4 ou 5, 6 places, donc je vais prendre des apprentis. D'abord, ça prend du temps. Et ensuite, je me suis rendu compte que via Internet, je pouvais beaucoup plus facilement et plus librement influencer ou du moins mettre disponible des tonnes d'informations sans aucune frontière. C'est quand même fantastique. Je raconte un truc, ça dure 10 minutes et il y a des milliers de gens à toute heure du jour ou de la nuit qui peuvent consulter, vérifier un geste, réécouter un détail. Et puis, les discussions qu'on a sur le forum, c'est quand même incroyable. Un jeune pose une question et il a 6, 7, 8, 9, 10 réponses de différents artisans ou même autodidactes qui ont une partie de l'explication. Et puis chacun, parce que cet état d'esprit de l'artisan qui est libre, eh bien, se reflète dans le forum. C'est-à-dire que tous ceux qui participent ont été contaminés par l'esprit premier qui est celui du partage. Donc, ça donne une communauté où au lieu de s'engueuler, on s'entraide sans arrêt. Il n'y a pas d'animosité. Et ça, pour moi, c'est une de mes grandes surprises. C'est qu'en disant on exclut le moulage, on ne parle que du fait à la main, eh bien, ça a généré un état d'esprit extraordinaire au-delà de ce que je pensais. Et c'est vrai que c'est assez étonnant d'ailleurs, parce que je trouve, et d'après ce que je vois avec d'autres personnes avec qui on en discute, bijoutier, joaillier, c'est un métier qui est quand même très secret. On n'aime pas trop partager ses secrets en général. C'est très difficile de trouver un maître d'apprentissage. C'est très difficile de demander tout simplement du savoir-faire. Et c'est vrai que sur le forum, ou même je le vois moi à travers mon blog, finalement, les gens sont très enclins à s'entraider, alors que dans la vie quotidienne, c'est un métier qui est quand même considéré comme assez secret. On aime bien garder son savoir-faire. Oui, il est un peu secret parce que dès qu'on dit bijoutier et surtout joaillier, ça sous-entend beaucoup d'argent, de l'or, des métaux précieux, des pierres, des diamants, donc la sécurité, les coffres-forts, des ateliers plutôt confinés dans des petites surfaces. Et donc ça peut se comprendre. Il y a aussi autre chose, le fait qu'en France, le nombre d'habitants sur un petit territoire, le fait que le monde moderne vous a rejoint, mais presque d'un seul coup, disons à partir des années 70-80, énormément d'entreprises ont fermé. Donc, les lieux où peuvent prendre des stages des jeunes sont devenus vraiment pas assez nombreux et les lois françaises ont été faites de sorte à favoriser les entreprises qui sont déjà sur place pour empêcher les jeunes d'avoir accès à cette formation librement, parce qu'il n'est pas normal qu'une école oblige à ce qu'un stage soit trouvé avant de commencer la formation et que s'il n'y a pas de stage, il n'y a pas de formation. C'est ridicule. Un État devrait faire le contraire, devrait dire les écoles ont comme vocation d'enseigner le métier, du moins tout ce qu'elles savent, pendant 1 an ou 2, peu importe le titre des cours, de manière à ce qu'une fois formé, le jeune décidera s'il veut continuer et tenter l'aventure artisan seul ou trouver un stage ou un patron. Ce stage qui précède l'école, c'est une manière
de filtrer. Donc, il n'y a que ceux qui ont du fric ou ceux dont le papa connaît très bien quelqu'un. Enfin, c'est toujours par piston. Donc ça, c'est pas logique. Vu que la société française a énormément de chômage, surtout chez les jeunes, on devrait au contraire favoriser les apprentissages parce que il est dans la nature d'un jeune d'être entrepreneur. Un jeune, il commence sa vie, il veut l'entreprendre. Donc, on ne devrait pas mettre des bâtons dans les roues, ce genre. Et des bâtons dans les roues, il y en a d'autres, mais celui-là, je le trouve très grave. À chaque fois qu'un jeune demande « Est-ce que vous connaissez quelqu'un pour un stage en France ?» Je dis « Ah là là, le pauvre, il est mal barré. » Parce que ici, en Amérique, un stage, ça se trouve presque facilement. Même s'il n'y a pas beaucoup d'artisans dans mon genre. Tu en prends régulièrement des stagiaires ou à deux, vous êtes... J'en ai pris quelques fois, mais étonnamment, en Amérique du Nord, les gens qui ont mon état d'esprit sont plutôt rares. Ce qui fait que les écoles, disons, du Québec, ce sont des écoles qui forment d'une manière qui n'est pas tout à fait ma vision. Donc, le moulage, la cire, disons qu'en Amérique du Nord, il y a moins l'envie d'aller vers des sommets. En Europe, un peu plus, mais malheureusement, en Europe, en France en particulier, la législation ne favorise pas une réelle liberté. On aime encadrer les gens parce que chacun veut trouver un moyen de gagner sa vie en étant dans une bureaucratie quelconque. Donc, l'objectif, c'est de gagner sa vie, mais finalement en gênant toujours quelqu'un d'autre. D'ailleurs, les Français, malheureusement, ont toujours dans la vie ce besoin de regarder à gauche, à droite, parce que qui va m'agresser, qui va m'arnaquer. Donc, les Français sont extrêmement craintifs en général, et les Américains beaucoup moins. Enfin, les Nord-Américains n'ont pas de souci à se faire. Ils savent que s'ils cognent à une porte, on va leur répondre bonjour, on va leur répondre gentiment, éventuellement on les prendra en stage. Enfin, les choses ici sont beaucoup plus faciles. Donc, c'est un peu étrange, mais heureusement, Internet, petit à petit, je pense, va pouvoir fusionner tout un tas de mentalités pour arriver à mieux. Est-ce que justement Internet va permettre une diffusion des savoir-faire, de nouveaux savoir-faire aussi, parce que bon, il n'y a pas que la fonte. Certainement. Quel est, à ton avis, l'avenir du métier de bijoutier? Est-ce qu'il sera traditionnel comme on l'entend encore un petit peu aujourd'hui, ou est-ce que ce sera être bijoutier, ce sera être technicien sur son... L'avenir, c'est à coup sûr le travail fait à la main par des entités indépendantes, que ce soit une seule personne ou une petite entreprise, 3, 4, 5 personnes qui sont heureux de faire le travail à la main. Et je dis fait à la main, j'en ai pour preuve que Internet est disponible à tout le monde, grosso modo aux pauvres et aux riches. Mais les riches ne sont pas assez cons pour continuer à acheter des moulages et de la fonte, alors que Internet leur explique quelle est la différence entre une alliance sans soudure et une alliance en moulage ou une bague faite par ordinateur avec tous les défauts qu'on connaît une fois la fonte. Parce que sur ordinateur, parfois c'est mignon. En général, c'est assez froid. Mais une fois que c'est fondu, la vache, c'est bourré, c'est granulé partout, c'est pas très beau. Si on tire dessus, ça se craque de partout. Mais la fonte est vraiment... elle porte de par sa nature plein de défauts. Donc les riches qui ont accès aux vidéos, les miens et tout autre type d'informations visibles sur Internet, sur YouTube, les riches vont se dire, enfin les riches, ceux qui ont les moyens de se permettre une bague à 5 000, 10 000, 20 000 euros, vont se dire, mais au fait, pourquoi j'achèterais une grande marque qui me donne un produit disponible dans le monde entier, dans tous les aéroports, partout, et alors que je pourrais faire pour le même budget, avec des mêmes pierres, faire affaire avec un artisan compétent qui va me livrer la quasi-perfection et en plus une bague unique pour offrir à ma conjointe ou à mon conjoint, etc. Donc, cette connaissance qui est portée par Internet et diffusée dans le monde entier fera réfléchir les gens, tout comme pour la nourriture, on a de plus en plus de gens sur Terre qui préfèrent bouffer bio que des cochonneries industrielles. Donc, il y aura le même raisonnement. Alors, évidemment, la nourriture, c'est plus facile d'éduquer les gens à manger de bonnes choses que de mauvaises. Mais en bijouterie, ça fera son chemin, j'en suis certain. Ouais. Bon, après, il en faut aussi pour tous les goûts, pour toutes les bourses. Hein. Tout le monde ne recherche pas forcément. Ouais. On dit souvent pour tous les goûts, mais est-ce que c'est un goût que lorsqu'on a le choix entre une meilleure qualité et une moins bonne, c'est pas une question de goût. Alors, c'est la publicité, c'est l'argument du prix, mais si on prend posément le problème, toute personne saine va préférer un verre d'eau fraîche une eau de source plutôt qu'une eau de marécage. Bien sûr, bien sûr.
Après, c'est ce que je veux dire par là, c'est aussi, moi, ce que je remarque beaucoup autour de moi, en tout cas peut-être les gens de ma génération, c'est le côté, il faut que, comment dire, avant les bijoux, c'était vraiment des bijoux de famille, des bijoux que l'on se transmettait. Voilà. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de, je vais dire, de jetables, même si un bijou n'est Ouais, pas fantaisie. voué à être jeté. Mais effectivement, de pouvoir changer régulièrement. On est une génération zapping. Il faut avoir un bijou pour chaque accessoire, pour chaque vêtement de sa garde-robe, ce genre de choses. Donc effectivement, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu de place qui se fait un petit peu pour tout le monde, quoi. Mais entièrement d'accord, il y a place pour la fantaisie, parce que la bijouterie fantaisie existe depuis très longtemps. L'idée de copier une pierre avec une pâte de verre, parce que le verre, une fois taillé ou moulé, c'est beaucoup moins cher qu'une pierre naturelle, c'est normal. Donc la fantaisie a sa place. Les bijoux moins onéreux, parce que extrêmement simples, très légers, ont leur place aussi. Mais disons que la qualité du montage, la qualité esthétique prime quand même. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de femmes qui aient envie de porter un truc franchement moche, fragile, agressif et qui tombe sans arrêt, ou une bague trop grande, etc. Ouais. Donc, peu importe la gamme de prix, euh, tu vois, dans ma boutique, à partir des alliances sans soudure et de certaines petites pièces de feuilles d'érable que je fais pour les touristes, je dois démarrer à peu près à 150 $, c'est-à-dire grosso modo une centaine d'euros, et jusqu'à des pièces, ce que j'ai fait de plus cher, c'était 100 000 $. C'est pas si mal. Ah ouais. Hein. Bon, évidemment, des 100 000, j'en ai pas tous les jours, une fois, Plus, mais des 5 000 et 10 000 et 3 000 et 30 000, j'en ai de temps en temps. et du coup, j'en viens à quelques questions un peu plus légères. Quelle est l'étape ou le geste de bijoutier que tu préfères, Ah, personnellement? le découpage, le porte-scie, j'adore cet outil. Tout le monde, c'est comme ça. Oui, Et oui, parce que c'est un outil, une fois qu'on a la matière d'œuvre dans la main, ben, c'est quand même presque toujours avec cet outil qu'on démarre. Et vu qu'on peut couper un angle droit, hein, séparer une pièce en deux, ouais. mais on peut aussi faire des éléments ajourés, créer toute forme de courbe ou de ligne et de manière très raffinée. Un porte-scie, si on comprend l'utilité du pouce pour appuyer sur le dos de la lame, pour avoir un grand levier avec une précision folle, on peut, je dirais, atteindre des précisions de l'ordre de 1, 2, 3 centièmes de millimètre. Ah ouais. C'est-à-dire que le dixième, c'est grossier avec une lime. Si on fait une mise à jour, par exemple, ou une mise en pierre pour une pierre de forme, dimension moyenne, avec le porte-scie, ça se fait, mais à condition de savoir comment tenir l'outil, d'avoir un établi avec l'arc de cercle, la cheville et la peau en dessous, et le tiroir et la tablette. Donc, si on a un établi classique, on aura la compétence de faire précis. Si on est un établi avec le petit creux ridicule à l'américaine, un petit creux de crétin là, qui fait à peu près 4-5 cm, tous ceux qui apprennent sur ces établis, je les plains, j'en pleurerai presque tous les jours, parce qu'ils ne pourront pas apprendre. Ils ne pourront pas faire les bons gestes, ils ne pourront pas avoir l'appui nécessaire pour avoir la précision. Donc, pas de précision, pas de liberté, pas de bonheur. Ah ouais, d'accord. Et au niveau des créations que tu as déjà réalisées, quelle est la... Alors, tu viens un petit peu de le dire avec cette création la plus chère. Quelle est la plus folle que tu as réalisée ou alors celle qui t'a pris le plus de temps Ça, c'est une question qu'on me pose parfois, et puis elle est difficile parce que, bien sûr, si je regarde mes dessins ou certaines pièces qui sont actuellement en boutique, je pourrais dire, ah, celle-ci me plaît beaucoup. Par exemple, j'ai fait 2 paires de boucles d'oreilles extrêmement simples, mais ce sont des pierres de haute qualité. Il y a un battage picot à l'arrière, il y a 3 petits maillons, enfin un plus long et 2 plus courts, il y a un motif sur l'oreille, une petite poire inversée. C'est extrêmement joli, c'est un peu cher parce qu'il y a beaucoup d'heures de travail, parce qu'il faut en faire 2, mais en fait, là où j'ai un grand bonheur, c'est dans la qualité même de chacun des bijoux que je fais. Même si ça fait 47 ans que je fais ce boulot, quand je fais une alliance sans soudure, demi-jonc, 3 mm, j'ai encore beaucoup de bonheur parce que à la fin, je regarde de profil la partie demi-jonc
c'est pas un demi-jonc mathématique, c'est ce que j'appelle un demi-jonc avec des épaules, c'est-à-dire que la courbe est un petit peu plus généreuse à gauche, à droite, avant de retomber un peu rapidement, parce que je fais des épaisseurs généreuses. Donc, quand je fais un anneau de ce genre, même s'il est simpliste, même s'il n'a rien de particulier, hein, tout le monde peut faire des alliances sans soudure, j'ai la conscience de faire une pièce très propre, très belle, qui, pour la personne qui le recevra, je l'espère, aura un sens très positif pendant très longtemps, voire plusieurs générations. Ça, c'est suffisant pour me rendre très heureux de le faire. Mais quand je fais une pièce compliquée, avec beaucoup de découpage et plein de soudure, des parties mobiles, des battages qui sont légèrement en retrait, des choses du genre, avec des principes ou des sertissages ou des griffes. Je fais par exemple une paire de boucles d'oreilles. Il y a 2 chatons avec 8 griffes. Les chatons sont rigoureusement identiques et les 16 griffes sont réussies. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas une qui est ratée, il n'y en a pas une qui est un peu trop courte, ou etc. Quand je fais ça, je suis très satisfait. Mais c'est l'addition de la satisfaction de chacune des griffes. Donc l'important, c'est la qualité du résultat final. Mais je ne peux pas dire je suis heureux quand je fais une pièce compliquée et très chère, et quand je fais moins cher, ça ne me touche pas. J'ai réellement le même sentiment de bonheur et de plaisir de faire simple ou complexe, parce qu'une pièce complexe, c'est l'addition de plusieurs simplicités. La complexité en elle-même n'existe pas. C'est plusieurs fois la simplicité qui donne une pièce en apparence complexe. Et j'ai une dernière question vis-à-vis de la progression dans l'apprentissage, justement. Est-ce qu'aujourd'hui, quand tu regardes une pièce que tu as pu faire, disons, il y a 10 ans en arrière, est-ce que tu trouves que tu as progressé? Est-ce que tu trouves que c'était pas top finalement et qu'aujourd'hui tu fais bien mieux? Encore aujourd'hui ou... Je suis obligé de dire oui. J'oserais dire que à tous les ans, presque à tous les mois, il y a des petits trucs, des tout petits détails. Bien sûr, à première vue, ce n'est pas vraiment perceptible. Mais vu que je réfléchis sans arrêt à ce que je fais, ceux qui pensent que je suis obsédé peuvent avoir raison. Hein. C'est vraiment une obsession pour moi, la précision et la qualité. Donc, quand je fais un truc et que je dois le recommencer ou faire quelque chose de semblable, je me demande toujours comment je peux faire mieux, comment je peux résoudre tel problème. Et c'est très souvent des petits détails. Mais quand je regarde des pièces, par exemple, j'ai souvent... ça fait 40 ans à Québec, j'ai souvent des pièces qui reviennent et que j'ai fait il y a 30 ou 35 ans. Parfois même, je suis un peu surpris, il faut que je prenne la loupe pour voir, ah tiens, c'est moi, effectivement. Je vois bien que maintenant, je contrôle beaucoup mieux tous les outils, la précision est plus grande, et parfois, au point de vue esthétique, je me dis, bon, j'aurais pu faire plus bas, plus haut, plus embouti ou différemment, ou faire varier l'épaisseur. Je me rappelle d'une pièce, je ne la décrirai pas. Je me rappelle très bien à l'époque que j'avais eu des difficultés et j'ai compris assez rapidement que j'avais fait trop épais. C'est une pièce ajourée et que l'épaisseur que j'avais crue positive ne servait à rien et que, disons, au lieu de 2 mm, il aurait fallu que je prenne 15 voire 14 comme épaisseur, ça aurait suffi pour un même résultat. D'accord. Donc oui, c'est naturel de dire, voilà, oui, je peux faire mieux. Et heureusement, parce qu'autrement, ça voudrait dire qu'un jour ou l'autre, je ne sais pas, au bout d'un certain nombre d'années, c'est foutu, on ne progresse plus, c'est le calme plat. Alors là, il y aurait de quoi abandonner. Ce serait bien triste, c'est sûr. Ah, tout à fait. Allez, écoute, une dernière petite question. Si tu devais donner un conseil à un jeune qui voudrait se lancer déjà pour apprendre la bijouterie, avant même de se lancer pour commercialiser ses bijoux, qu'est-ce que tu lui conseillerais là, aujourd'hui? Bonjour monsieur, je voudrais apprendre la bijouterie, comment je dois faire? Je lui conseillerais, il y a toutes sortes de choses qui me viennent en tête. Le forum je lui conseillerais de se convaincre qu'il doit y consacrer toute sa vie. Et non pas comme les médias nous disent maintenant que dorénavant, nous ferons 3, 4, 5 métiers, qu'il faudra changer au fur et à mesure de la technologie. Surtout pas. Une vie, c'est très court. Donc, faire un métier et penser qu'on le fait juste pour 3 ans ou 4 ans ou 5 ans et après on fera autre chose à cause du monde moderne, ça, c'est un piège. C'est tomber dans une forme d'esclavage. Si on veut être heureux, il faut se dire, voilà, il y a telle chose qui me passionne, un métier, une matière première, un type d'outil, et
en consacrant, dans le sens classique du terme, sa vie à ce métier, eh bien, d'un seul coup, on a à sa disposition des millions d'heures de travail possibles qui va générer de la satisfaction. Et en plus, en gros, on peut en vivre correctement. Ce métier et tous les autres. Je ne place pas la bijouterie-joaillerie au-dessus de tout autre métier. Oui. Du moment que ça reste une passion, je pense qu'effectivement, on peut... Absolument, y compris la musique, y compris un chirurgien, enfin, peu importe l'activité, pilote d'avion par exemple. Ouais, ouais. Ben, écoute, merci beaucoup, Michel, d'avoir consacré ces quelques minutes à nous parler de ton point de vue. Je te souhaite bien du bonheur alors pour les prochaines créations. Et puis rendez-vous dans 10 ans pour voir si tu t'es amélioré encore, encore. Ouais, je te dirai certainement que je fais mieux. Donc rendez-vous en 2029, quoi. C'est tout ce que je te souhaite. Et moi aussi d'ailleurs, parce que j'en ai du chemin. C'est presque même parfois décourageant, hein, tellement je vois là. Il faut pas se décourager parce que justement, avec le temps, quand on se retourne, on se rend compte qu'on a toujours progressé. Même si le moment peut être difficile, quelques mois plus tard, quelques années plus tard, on se dit oui, j'ai progressé, donc c'est positif. D'accord. Bon, ben écoute, merci beaucoup et puis à très bientôt peut-être alors. Je te remercie beaucoup pour cette entrevue, c'est très gentil de ta part. Merci à toi. Belle journée à toi. Au Au revoir. revoir.